Alors on va commencer ensemble avec peut-être un petit, alors ça c'est mon côté universitaire peut-être, mais je trouve que c'est important surtout aujourd'hui, quand on parle de quelque chose, d'être précis dans les mots. C'est quelque chose de vraiment essentiel, on utilise un vocabulaire technique, en général en histoire de l'art, et dès qu'on le modifie un peu, malheureusement ça peut prendre une autre tournure. Donc aujourd'hui on va parler d'art et mémoire, et comme je vous l'ai dit, j'ai mis entre parenthèses ce S à la fin parce qu'on parle de la mémoire. On parle des mémoires, on parle d'autres significations qui peuvent se cacher derrière ces mots. Et par arborescence, l'art mémoriel, qui est un type d'art, une catégorie d'art intéressante. Et au niveau des musées, les mémorials. Donc voilà, je voulais qu'on ait en tête ces différents termes qu'on va aborder et puis croiser tout au long de notre réflexion. Et souvent, j'aimerais mettre ça en avant dès le départ, souvent les mémorials, ou alors les œuvres mémorielles résonnent avec des dates. Si vous réfléchissez, pas forcément juif, 11 septembre, 13 novembre, 7 octobre. C'est souvent des dates et on se rappelle de ça. Tout le monde ne se rappelle pas forcément, mais les mémoriels sont façonnés. Bonsoir. Autour. Ah, c'est pas le tas. Ah, pardon. C'est pas sur des voies, là ? Non. Non, je crois que c'est le deuxième étage. Le deuxième ? Ah. Bévrit. Il m'a trop de ça. Donc voilà, les mémoriels sont souvent construits, les œuvres mémorielles sont construites autour de dates qui résonnent comme ça. Et je vous parlerai un petit peu plus tard dans la conclusion d'une amie artiste qui s'appelle Deborah Fischer, qui a récemment fait une œuvre autour de ces dates, qui résonnent comme un métronome dans nos vies et qui rythment notre année, aussi aux côtés des anniversaires, aux côtés des hommages divers et variés. Alors c'est difficile de savoir dans quel ordre on va aborder la chose parce qu'elle est grosse. J'ai des termes, j'ai des images que je peux vous montrer. Déjà, est-ce que vous avez certains d'entre vous n'ont pas reçu le document? Si Raphaël, tu as pu. Voilà, sur le groupe. Comme ça, vous avez déjà une base d'images. Mais bon, je sais que tout le monde l'a pas. Alors, j'ai un petit écran. On va faire au mieux. Hein. Mais j'ai envie de commencer sur cette image qui vraiment que j'ai voulu la prendre en retournant en Israël cet été. J'ai voulu la prendre parce qu'elle montre vraiment le lien de l'art et du musée avec l'actualité, avec la mémoire. Est-ce que vous reconnaissez quel endroit c'est ? Voilà, c'est Kikar HaChatoufim, c'est la place des otages à Tel Aviv. Et je l'ai pris en étant dos à la place, face au musée d'art moderne de Tel Aviv, qui est un musée super important à Tel Aviv, qui a des collections magnifiques, anciennes et modernes, et qui traite également de thématiques contemporaines. Et il y a comme ça un jeu de regard entre les deux. L'histoire est en train de se faire, la mémoire est en train de se faire, et vous avez vu la semaine dernière, ces derniers jours, vraiment tout change au jour le jour, donc c'est très intéressant d'observer ça, et comment tout se transforme. Et voilà, le musée est une sorte de porte d'analyse, et de mise à distance aussi, et de sublimation, quelque part, des choses si difficiles. Autre chose par rapport à cette localisation, donc vous avez le musée, au milieu le kikar, ça veut dire rond-point en hébreu, et de l'autre côté, vous avez cette grande avenue d'où partent les grandes manifestations qui ont lieu depuis des années, avant le 7 octobre et puis après, avec ce bâtiment. Alors Cassie, tu dois savoir comment il s'appelle. C'est en hébreu, je ne sais plus comment on dit, c'est le siège c'est le ministère des armées, en fait, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Je sais plus, ça me revient pas. Mais en tout cas, c'est le siège d'état-major. C'est comme un village qui est derrière une porte, juste en face du Kikar HaChatoufim. Et c'est vraiment le pouvoir politique et militaire qui est installé là et qui regarde cette place des otages et de l'autre côté qui regarde le musée. Donc je trouve que c'est vraiment une dynamique très intéressante à cet endroit-là, ce qui est en train de se passer. Je vais vous montrer d'autres images tant qu'on y est de cette place des otages. Je ne sais pas si tout le monde a eu la possibilité de le voir jusqu'à présent. Par curiosité, qui l'a déjà vu ? Quoi donc ? Le Kikar, la place des otages. 2, 3, 4, 5. Bon, très bien. Si vous avez l'occasion, elle aura certainement changé.
Mais et c'est ça qui est très intéressant et que je veux mettre en avant dans notre réflexion sur l'art mémoriel, c'est que c'est en train de se faire. Et ce qui se passe en Israël actuellement depuis 2 ans, c'est vraiment inédit. C'est vraiment inédit parce que tout change au jour le jour. Et je vais vous en parler justement notamment avec les mémoriels du Festival Nova et d'autres. Oui. Comment elle s'appelait avant justement? On a conservé la mémoire parce que... Ah, comment elle s'appelait cette place? Je t'embête parce que israélienne. Hein. Je sais plus, mais j'espère qu'elle va pas s'appeler Donald Trump. Bah, elle va finir de s'appeler, je pense, la place des otages et voilà, on verra. Ils voulaient l'appeler la place des rescapés. Ah oui, c'est une très bonne idée. Je dis ça parce que j'ai bien senti qu'on devait avoir perdu la mémoire de l'avant. Mais ben, je sais pas, mais je vais vous montrer 2 images en tout cas qui représentent 2 petits bouts de cette place que je trouvais artistique et poétique. Là, vous avez le piano d'Alon, qui est l'un des otages qui est revenu récemment, qui faisait notamment du piano. Et il y a un piano, je ne sais pas si c'est son piano, mais en tout cas symboliquement, son piano est sur la place et les gens viennent, se succèdent et se soignent les uns les autres en jouant. Et puis voilà, ce piano est couvert d'images, de posters, des otages. J'ai pris cette photo au début août, donc voilà, c'est là où on en était début août. Et il y a un arbre aussi avec plein d'images, enfin il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi cette photo que j'ai prise, que je trouve plutôt belle. Ils ont reconstitué, c'est un artiste qui a fait ça, j'ai pas son nom, mais c'est une sorte d'expérience immersive. Qu'est-ce que ça fait d'être dans les tunnels de Gaza? Et donc ils ont sur une portion de béton reproduit le tunnel avec les bruits. C'est une sorte d'angle, donc c'est vraiment très très sombre quand on est à l'intérieur. Et réaction mémorielle qu'on peut observer des gens, de coller des stickers partout. Et ça c'est vraiment l'une des actions également créative et libératrice et mémorielle qu'ont les Israéliens depuis le début, créer des stickers à l'effigie de leurs disparus, qu'ils soient vivants ou décédés, avec une phrase, c'est souvent une devise de vie qui représente cette personne, qu'il aurait prononcée ou non, un QR code vers sa page Instagram, ou alors la page Instagram mémorielle, le cimetière numérique en fait, qui est clairement constitué depuis leur disparition il y a 2 ans. Et tout est collé sur les parois, mais il y en a partout, sur tous les bancs, sur toutes les stations de train, partout, y compris sur les mamades extérieures, le long de la route 232. La route 232, c'est celle qu'on a surnommée la route de la mort. C'est la route qui descend vers Gaza. Et elle est parsemée de bunkers extérieurs qui sont là depuis des années et qui sont depuis des années très joliment, et ça fait partie de justement cette résilience typique israélienne, qui sont décorés de couleurs vives, de trucs très kitsch, de petits chiens, d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux à la frontière avec Gaza, et c'est très symbolique. On a pu aborder dans l'art plus ancien, traditionnel, la fonction et l'utilité des oiseaux qui représentent vraiment la liberté, aussi l'amour. Enfin, c'est vraiment quelque chose de l'espoir. Et au checkpoint qui relie directement Gaza et le sud, je me rappelle plus le nom du checkpoint, c'est une colombe qui est représentée sur ce mamad extérieur. Et les stickers recouvrent maintenant vraiment ces mamades. Il y a même des plaques et des bougies, puisque les gens ont été tués dedans. Donc la fonction de protection a complètement changé de cet objet. Et là, je trouvais que c'était très mignon qu'il y ait cette mère et cet enfant qui rentrent dedans. Ça fait partie de la mémoire, comment on transmet. Cette mère a décidé de montrer ça à son petit enfant. Ça fait partie de toute cette réflexion. Je trouvais ça très beau. Je vais vous montrer rapidement un mamad justement extérieur, tout orné. On va trouver ça. Voilà. Là, vous avez 2 mamades que j'ai sélectionnés dans la quantité que j'ai vue. Alors, vous avez sûrement entendu parler du mamad des oiseaux. Il n'est pas très loin. Celui avec un bulldog. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été tués et blessés dedans. Et il y a une plaque avec le nom de toutes les personnes qui ont été tuées. Et leurs images. Donc ça, c'est vraiment sur la route quand on arrive au kibbutz Nir Oz. Et ça, c'est un petit peu plus loin. Lui, il a priori pas hébergé de personnes qui ont été tuées. Je le trouvais très beau. Et c'est avec un soleil, mais ça date vraiment d'avant le 7 octobre. Il n'a pas été fait après. Donc c'est pas mémoriel. C'est cette façon de sublimer
une boîte de protection contre des missiles, contre la mort, très concrètement. Et ce beau soleil est face à une mosaïque antique qui n'a pas été touchée par les terroristes, même si c'était un lieu de rassemblement des terroristes pendant la journée du 7 octobre. C'est à 2 pas de Kfar Aza. Et la mosaïque a été préservée. C'est une mosaïque byzantine d'une synagogue. Un pavement avec des oiseaux très très belles, qui avait été préservé par le ministère justement de la culture et des archéologies. Et ils n'y ont pas touché. Ils étaient juste dans le parking à côté de ce mamad. Donc c'est quand même incroyable de se dire ça. Autre endroit mémoriel dans la ville de Tel Aviv que j'ai pu observer et qui a également une histoire intéressante, le Kikar Dizengoff. Vous connaissez certainement, c'est au centre de la ville. C'est un endroit très jeune, très dynamique pour sortir. Et spontanément, les gens avaient besoin de faire mémoire. Les gens avaient besoin de se recueillir quelque part, au-delà de cette place des otages. Et donc, sur ce Kikar Dizengoff, où certainement ils avaient l'habitude de se retrouver avec leurs copains, leur famille, tout le monde a posé des objets et même des œuvres d'art, en fait. J'ai bien aimé cette petite femme pensante tout autour. Et pour les 2 ans, j'ai vu ça, j'ai fait une capture d'écran, je vous l'ai pas mise. Pour les 2 ans, tout le monde spontanément s'est rassemblé sur ce kikar pour restaurer ce mémorial. Donc ils ont tout nettoyé, ça faisait 2 ans que ça prenait la poussière, le sable, la pluie. Ils ont changé toutes les photos, tout ce qu'ils avaient installé, ils ont nettoyé à fond et c'est à nouveau tout neuf. Donc voilà une façon de faire mémoire 2 ans après en refaisant dans une idée de soin et de réparation. Il y a la grande statue avec les enfants Bibas aussi. À quel endroit je me souviens pas. C'est assez grand. À Tel Aviv Je me souviens pas à Tel Aviv ou à côté des... C'est possible. Je vois pas. Mais certainement. Il y a eu plein d'initiatives. Partout. Et première initiative artistique, on va dire... Bon, on est parti sur le 7 octobre. Hein. Je m'étais dit Shoah ou 7 octobre, je suis navrée. Bon, on est là-dedans. on verra la Shoah, c'est très intéressant aussi. Ça a permis justement de faire un précédent sur comment réagissent les Israéliens 80 ans après. Mais justement, je voulais vous montrer l'une des œuvres de cette artiste qui s'appelle Zoya Cherkassky. Si je ne me trompe pas, elle est hongroise et elle habite à Tel Aviv. C'est une jeune artiste et en fait, l'une des premières réactions artistiques que j'ai observées après le 7 octobre, vraiment 1 ou 2 jours après, c'est cette peintre qui a fait des grands formats, toute une série. Je vous encourage vraiment à regarder son Instagram parce que c'est très émouvant. Elle a fait toute une série de peintures assez naïves qui représentent ce qu'elle a entendu, ce qui s'est passé et c'est vraiment très très intense. Et vous avez sûrement en tête ce cortège de jeunes filles qui courent, surtout une rousse avec des longs cheveux. Et elles courent toutes dans les champs du Festival Nova. Et ce tableau a été acquis par le musée de Tel Aviv. Donc c'est très fort parce qu'il est exposé pas loin d'un Chagall, pas loin d'autres artistes, dans le parcours permanent. Et donc cet événement est rentré dans l'histoire. Même si la mémoire est en train de se faire, cette œuvre, en étant acquise et exposée aujourd'hui aux côtés des autres, est rentrée dans l'histoire d'Israël. Comment s'appelle-t-elle ? Alors, elle s'appelle, c'est un peu compliqué, Zoya Cherkassky. Cherkassky. Et là, cette image s'appelle Le massacre des innocents, qui est une... Elle l'était déjà avant le 7 octobre ? Oui. D'accord. Représenté par Rosenberg, je crois, de Galerie. Super. En tout cas, ça a été l'une des premières réactions artistiques flagrantes après. Je la connaissais pas avant. Oui. Merci. Donc voilà, je vous encourage à regarder ces images qui sont assez dures, certaines très inspirées de Picasso, notamment une famille, je crois un couple âgé dans leur maison qui sont allongés par terre et il y a cette lumière au-dessus, un peu comme Picasso a fait dans Guernica avec ce demi-soleil. C'est fort. Et évidemment qu'elle se réfère à l'art classique puisque le massacre des innocents, vous connaissez peut-être cet épisode biblique du Nouveau Testament. Bon, c'est plutôt dans l'histoire de la vie de Jésus. Le roi Hérode veut faire tuer tous les premiers-nés mâles
Et donc il tue tous les garçons à Nazareth. Et donc Jésus s'enfuit avec sa mère. C'est comme ça qu'il survit. Et là, voilà, elle fait un parallèle. Donc là, par rapport au 7 octobre, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre sans passer tout de suite dans le côté résilience? Mais on parlait de mémoriel. Évidemment, donc là, là, je vais vous parler du Festival Nova. Je pense que je vais vous montrer d'abord les stickers et après le Festival Nova. Les stickers, en fait, ce qui est flagrant, je trouve, c'est l'accumulation. Il y en a plein de visages de jeunes souriants. En fait, c'est que des jeunes sur les stickers essentiellement. C'est leurs copains qui se sont rassemblés pour faire ça. Et donc c'est l'accumulation. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Donc je suis retournée en Israël, moi, la première fois en octobre l'année dernière. Donc c'était pour l'année. Et c'est ça qui m'a marqué. Je venais d'Ashdod, de chez ma famille, où il n'y avait pas tellement de stickers. Et je suis sortie au métro Shalom. C'est intéressant d'ailleurs de noter que les stations de Tel Aviv de train, c'est Haganah, donc la défense, la guerre, quelque part, la protection. Et Shalom, la paix, la station d'après. Je suis descendue à Shalom. Il y avait partout des stickers. Et ça frappe. Il y en a vraiment partout. Et voilà. Je suis retournée tout au long de l'année, ils se décrochent, les gens les remettent, en mettent d'autres par-dessus. Donc c'est vraiment une approche collective, c'est une œuvre collective et mémorielle. Je ne sais pas si on peut parler d'œuvre évidemment, mais c'est une réaction forte. Maintenant le Festival Nova, alors j'ai eu la possibilité d'y aller 2 fois, une fois en octobre l'année dernière et à nouveau en août. Donc j'ai vu vraiment la différence et c'est intéressant, ça m'a justement donné à réfléchir pour notre cours parce que tout change, tout est en mouvement. Ce que j'ai vu il y a 1 an, c'était pas du tout la même chose que ce que j'ai vu là. Vous avez tous en tête ces poteaux avec les photos des disparus du Festival Nova qui sont vraiment concentrés sur la zone qui était le dance floor à côté du parking. C'est pas très grand comme espace. En fait, c'est vraiment là où ils dansaient, c'est pas très grand, c'était à côté d'un parking et juste avant la forêt. Une forêt qui est complètement nue, en fait, puisque c'est des bouleaux qui sont des arbres assez fins où les gens campaient. Donc c'est pratique de camper là. Il faut imaginer qu'il y avait toutes ces tentes et autour les champs. Et donc les champs ont été plantés de nouveaux arbres par le KKL, qui est la fondation d'agriculture, on va dire pour faire rapide, en Israël depuis la création de l'État d'Israël. Et chaque personne, récemment, je crois que c'était en février, quelques mois après, février 24, chaque personne a eu un arbre planté pour soi. Exactement, c'était à la fête des arbres. To be fat, c'est ça. Donc c'était très fort. À côté, vous avez donc ces monuments pour chaque personne et on pouvait y voir des lunettes, on pouvait y voir un foulard. Les proches des disparus leur apportaient quelque chose sur le poteau. Donc c'était vraiment des mémoriels en construction, collectif, une fois de plus, très touchants. Et j'ai été marquée par ça. Notamment, tous les participants du festival sur cette aire de dance floor sont orientés vers le DJ qui a fait le dernier set au moment de l'attaque, le matin. Et il s'appelait Kido. Et incroyable, moi je trouve ça incroyable. Il y a ces platines qui ont été carbonisées, qui sont là. Et ils ont fait comme une petite abri avec sa photo puisqu'il est mort. Il est mort là-bas et voilà, c'est un mémorial et tout le monde est orienté vers lui, comme si la fête continuait. Donc c'est quand même, je trouve, très, très beau. On s'oriente vers la Torah et là on s'oriente vers le DJ, ouais. Et à l'arrière, face à lui, il y a un très très grand, j'ai pas mis d'image, mais il y a un très très grand poster avec les petits portraits et les petits visages de tout le monde, qui est enlevé en otage ou tué. Après, là, je vous ai mis l'exemple de Kido. C'est quelque chose que j'ai pu voir seulement en août. Ça n'existait pas avant. Ça a été fait vraiment au fur et à mesure. Il faut vous dire que pour chaque personne qui est morte, c'est très impressionnant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des panneaux individuels. Et ça fait vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est la mémoire aujourd'hui, en 2023, avec un texte de présentation de qui était cette personne, ses amis qui peuvent mettre des dédicaces et les dernières conversations WhatsApp. Et ça, j'ai trouvé ça
Bah, c'est inédit. On n'a jamais représenté dans un musée ou dans un mémorial des conversations WhatsApp. Le 11 septembre, il y avait peut-être les derniers appels qui avaient été transmis. Et donc voilà, là c'est vraiment inédit. On a les conversations WhatsApp, les dernières conversations des gens, des photos. Et c'est drôle, on perçoit un petit peu les personnalités des gens à travers la présentation. Plus ou moins sobre, plus ou moins kitsch. C'est mignon quelque part, c'est très pur, je trouve. Je suis obligée de te dire, Anaëlle, quand même, qu'il y a 10 ans, dans le contexte de l'hypercachère, Merci. d'un ami Merci. Avatar, Merci. il y avait les photos, j'ai un souvenir, les Merci. photos WhatsApp justement. D'accord. Mais effectivement, c'est le précédent. Ouais. Tant mieux qu'il n'y en ait pas d'autres encore, mais Ouais. ça m'a rappelé ça. Et donc c'était déjà le cas? À l'époque, c'était sur Facebook. Ah oui. Et ça a beaucoup circulé, justement, on avait sa copine, Delphine. Ouais, voilà. Évidemment, et j'ai pas cité tout à l'heure c'était le combien? L'hypercachère. Le 8 janvier. 8 janvier, c'est ça, ou le 9 janvier 2020. 2015. 2000, voilà. Ça fait 10 ans. L'émotion, mais ouais, ça rappelle ça, oui. Évidemment, oui. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Toutes les décennies, on va avoir des nouvelles façons. Peut-être dans 10 ans, j'en sais rien, ChatGPT, ça sera encore autre chose. Et voilà, la mémoire est en train de se faire. À l'époque de la Shoah, c'était d'autres modes de communication encore. Donc voilà, il faut vous imaginer tous ces personnages qui sont les uns à côté des autres avec des panneaux qui racontent leur vie. Et ce magnifique chant que je tenais à vous montrer, qui a été rapidement fait, déjà au printemps, même en février de cette année, il était là, un chant de coquelicots en céramique qui ont été faits par des artistes, et ça c'est très très beau, voilà, qui ont été faits en hommage au 7 octobre. Et pourquoi les coquelicots, est-ce que vous savez? Parce que il y a une période dans l'année où, en fait, c'est un endroit où il y a des Ouais. poussent énormément de coquelicots. C'est ça. Et c'était vraiment une semaine ou quelques jours après la fête. Ça rappelait le sang et ça rappelait la vie qui reprend. Et si je me trompe pas, c'est Adom Darom, l'expression béivrite. Et donc c'est le chant de rouge, le chant de coquelicot. Et c'est devenu un symbole aussi avec le ruban jaune évidemment des otages et du 7 octobre. Ce qui est étonnant, c'est que le coquelicot, le ruban jaune, il s'est exporté. Le coquelicot, il s'est pas exporté. Hein. Ouais. Bah, souvent, en fait, c'est marrant de voir toutes les significations d'un même symbole. Dans des centaines d'années, ils vont faire comme nous on fait pour l'Antiquité, analyser nos symboles. Et c'est associé à la Première Guerre. Un Français qui n'a pas été, en fait. ou un étranger qui n'a pas été, qui ne s'est pas rendu sur place, il ne sait pas. Il sait pas ce que... Ah, c'est très bien, ça nous laisse la possibilité de mettre des coquelicots tranquilles, en sachant entre nous ce que c'est, et pas tout le monde. Mais en effet, les coquelicots, c'est pour la commémoration 14-18. Voilà. Donc c'est pour ça les petits pins coquelicots qu'on voit tout le temps. Ouais. Ouais, c'est parce qu'on dit que c'est la première fleur qui a poussé sur les tranchées. Magnifique, ouais. Donc oui, avec le bleuet, c'est les deux symboles 14-18. Je pense que c'est pour ça que ça s'est pas importé en France. Ouais. Ni en Europe. Oui, parce que ça allait faire concurrence à un symbole déjà existant. Je pense. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, c'est joli de voir que culturellement, c'est pas les mêmes codes, les mêmes références. Le tournesol aussi pour les otages, on l'a beaucoup retrouvé parce qu'il est jaune. C'est une fleur du soleil. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Oui, ça, alors que dans le genre mémoriel, ça c'était fort. Donc j'y suis retournée en août. Et en fait, avant c'était assez sobre. Il y avait les arbres, il y avait les poteaux avec les photos des gens. Et les gens mettaient des choses. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses sur cette scène du 7 octobre. Il y avait des poubelles qui s'appellent les conteneurs jaunes. Il y avait l'ambulance qui a été complètement brûlée, où les gens étaient allés se faire soigner, en fait. Ils pensaient que c'était le seul endroit qui n'allait pas être touché. Et tous les gens qui étaient dans l'ambulance se sont fait tuer, voire désintégrés. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs lieux comme ça. Et aujourd'hui, en août, c'est ce que j'ai pu observer. J'ai pas été entre mai et août. Moi, j'avais pas été en mai, j'avais été en octobre d'avant. Mais en tout cas, j'ai pu observer qu'il y avait des nouvelles choses qui avaient été faites, des mémoriels pour chacun de ces spots, de chacun de ces endroits. Et ce qui m'a marqué, c'était les poubelles. Donc il y a les 2 conteneurs jaunes, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un travail très étrange qu'ils ont fait.
Ils ont gardé la structure, c'est 2 artistes qui ont fait ça. Ils ont gardé la structure de ces conteneurs qu'ils ont vitrés. Toutes les ordures, ils les ont laissées, ou alors c'est d'autres ordures, j'en sais rien, on s'en fiche. Et sur les parois, qui sont ouvertes, sur les parois, il y a les 14 personnes qui sont restées pendant 5 heures, pendant le massacre, dans ce conteneur. Les 14 personnes, je ne sais pas s'il y en a qui ont... Je crois qu'il y a la moitié qui a réussi à s'en sortir et la moitié qui ont été tués. Et ils sont restés pendant des heures dans cette poubelle à entendre tout ce qui se passait. Et finalement, des terroristes sont arrivés longtemps après, 5 heures après, et ont tué ceux de la surface des poubelles. Et donc là, c'est vraiment ce que je vous expliquais, les conversations WhatsApp, les photos de qui étaient ces personnes. Et c'est très très émouvant, et c'est une mise en scène, enfin une mise en... Là, on est à l'intérieur de la poubelle où ils étaient. De la benne à ordures. Ouais. Et on voit t'as pris les photos de l'intérieur? Ça, c'est l'intérieur, ça. Oui, ça, c'est l'intérieur. Alors, attends. J'ai une autre vue. Ouais, une autre vue. Mais on voit pas très bien. Vous voyez que là, il y a les poubelles, comme un faux plancher vitré. Je suis désolée que ça soit pas plus grand. Et puis chaque personne. Donc il y a ça. Ils ont fait ça pareil pour l'ambulance. Alors évidemment, l'ambulance a disparu, donc ils ont fait d'une autre façon. Et j'ai pas pu tout regarder en détail. Il y a c'est comme un cimetière automobile. Je oui. crois que l'ambulance est là-bas. Oui, brûlée. Tu as raison. Ouais. Oui, tu as raison. Oui. Parce qu'en effet, voilà l'un des autres sites aux alentours. Il y a les voitures des festivaliers. Il y avait les voitures de l'ambulance, et il y avait aussi des voitures des terroristes avec les mitraillettes. Oui. Et puis ce qu'ils ont volé dans les kibboutz aussi, comme ces petits pick-up là qu'on a vu quand ils enlevaient les otages. Ouais. Et donc il y a en effet, pas loin du festival Nova, du site du festival, il y a le cimetière des voitures, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un mémorial de carcasses, et c'est très 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 impressionnant, et c'est terrifiant. Ouais, parce que les voitures, elles sont pas, c'est terrible. Et donc ça, c'est Nova. Si on va chez les voisins, je pense qu'on va y aller maintenant, dans les kibboutz. J'ai eu l'honneur, j'ai vraiment envie de le dire comme ça, d'être reçue par une équipe de conservatrices de musées qui travaille à l'Institut Ben-Zvi, qui est un institut basé à Jérusalem. Et en fait, depuis la semaine qui a suivi le 7 octobre, elles se sont rassemblées pour collecter dans les kibboutz tous les objets qu'elles ont considérés comme témoins silencieux de ce qui s'est passé dans les maisons des gens, dans les différents kibboutz, donc dans 13 kibboutz différents à la frontière de Gaza. Et elles ont créé un lieu de stockage, une réserve, en vue de faire un mémorial. Un de plus, dans un kibboutz, centré sur les disparitions dans les kibboutz. Ils ont intitulé cette collection de 10 000 objets la Trauma Collection. Et pour Tenoua, pour le 7 octobre, j'ai fait un article sur ça, que je vous ai mis dans le PDF justement, que je vous ai reproduit dans le PDF. Et ça a été très, très intense d'y aller, très intense d'écrire dessus. Et en fait, c'est vraiment c'est une histoire d'objets. C'est tous ces objets silencieux qui sont collectés, étiquetés, inventoriés, comme des objets de musée, conservés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas restaurés, ils sont conservés dans leur état traumatique. En fait, ces objets passent d'objets du quotidien, très prosaïques. On parle vraiment déjà, dans cette grande réserve sur les côtés, de fenêtres, de portes de chambres ou de portes de chambres fortes qui sont détruites, qui portent les stigmates d'une attaque très violente. Ça peut être des étagères qui étaient dans les salons, telles quelles, avec les livres, avec, la vie quotidienne des gens, telles quelles, qui sont complètement couvertes de suie noire et qui ont été entreposées dans ce hangar, qui est un ancien hangar à poules de Kfar Aza et qui sent très très fort la poule. C'est très étrange. Il y a des photos de famille qui ont été récoltées, des journaux, les ordinateurs des gens, des frigos. On peut se poser la question de la propriété finalement de ces œuvres. Si on Tout peut à fait. des œuvres ou des objets. Ouais, des objets. Mais concrètement, parce que là, ok, on est dans l'instant. Ouais.
Mais à un moment donné, je sais pas moi, les petits-enfants ou les générations suivantes, la propriété, c'est... Eh bien justement, c'était un... Pardon ? L'État d'Israël, non? Bah, c'est pas évident. Non, j'ai pas envie de dire ça. Non, justement, il y a une demande individuelle. Oui. Ils ont été dans les maisons avec l'accord des survivants ou l'accord des familles des survivants, des disparus. Non, c'est très intéressant. Moi, quand j'ai été là-bas, j'ai été le 2 septembre. Ils m'ont fait signer une charte et c'était évident pour moi, je l'ai compris tout de suite. D'éthique, mais éthique extrêmement pointue. On touche à des choses tellement invraisemblables et dures, et notamment de la propriété. Ça n'appartient pas à l'État d'Israël. Ça appartient aux gens c'est en dépôt. Ok. Ouais. C'est bien ça. C'est en dépôt. Et c'est très important. Et moi, pour publier, j'ai eu la possibilité de publier 2 images que j'ai prises sur place. Et il a fallu demander à la personne à qui appartenaient les objets sur l'image. C'est très, très, très important, ça. Chose qui a vraiment différé avec la Shoah, par exemple. Les musées juifs où des collectionneurs ont acheté en masse des objets spoliés pendant la Shoah. Ça leur appartient. Et après, il y a plein de processus de restitution super compliqués. Et là, ils sont tellement au courant de ces thématiques qu'ils ne veulent pas faire le même problème, les mêmes erreurs 80 ans après. Donc c'est très, très sensible. Deux choses, Anaël. Oui. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi je suis dans l'aspect légal, justement. Ah oui. C'est une question de droit international, des archives. Ça se pose plus généralement, la propriété de tout le patrimoine culturel. C'est pas du tout pensé en droit international, il y a beaucoup de mal, premièrement. Et deuxièmement, c'est hyper intéressant, je me souviens plus qu'en parle dans ton article, parce que l'Institut Ben-Zvi, moi, à quoi ça m'a fait penser en premier? Ça m'a fait penser à l'histoire des diasporas, en fait, ceux qui collectent, quand on cherche des histoires d'Algérie ou du fin fond des communautés mizrahi, sur l'Institut Ben-Zvi, c'est la référence. Et là, c'est la première fois qu'en Israël, c'est la mémoire de quelque chose. Ouais. C'est très Complètement. Complètement. Et en fait, c'est vraiment une institution qui travaille avec le gouvernement israélien. C'est complètement lié à l'histoire d'Israël, cet institut. Et notamment des diasporas séfarades qui s'y sont implantées parmi les autres. Et oui. Donc je vous encourage à regarder un petit peu leurs projets, tout ce qu'ils font, c'est très intéressant. L'Institut Ben-Zvi, ça s'appelle. Yad Ben-Zvi, la main, à Jérusalem. Et donc l'équipe avec qui j'ai collaboré est rattachée à cet institut. Donc voilà, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'objets différents. Il y a des fours aussi. Il y a beaucoup de choses. Des fours de cuisine. Des fours de cuisine. Non, c'est là. Moi, je me suis dit, allez, on est sérieuse, Anaël. Ok, on sait que ça va être dur. On est conservatrice de musée. Il y a des étiquettes. On va se raccrocher à des choses connues. Ça va aller. Et en fait, plus j'avance, plus c'est dur. Et elle-même, tous les jours, c'est que des femmes. Hein. Tous les jours, depuis 2 ans, c'est très, très dur pour elles. Mais elles prennent sur elles et elles le font. Et c'est quand j'ai écrit mon article, j'ai pris sur moi et je fais ce cours quelque part, je prends sur moi, mais c'est tellement important de vous transmettre ça, je trouve. C'est un témoignage qui m'appartient pas, c'est un témoignage c'est important qu'on le sache et qu'on voit comment les aider. Et ils sont tellement forts, tellement résilients, c'est très très impressionnant. Il est paru quand et ton article? Il est paru le 7 octobre et il est visible sur le site internet de Ténois. 6 minutes de lecture, d'après leurs estimations. Donc ça va. 2 stations de métro. Mais non, vous pouvez le trouver facilement. J'ai eu une image, je vais vous la montrer, que j'ai reproduite dans mon article, donc je peux vous la montrer, de ce hangar à poules, qui représente un cheval à bascule d'enfant et un extincteur. Et en fait, en faisant mon article, je revoyais mes photos, j'en ai pris d'autres, et je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant, cet extincteur qui a servi à rien. Il est là pour protéger, il est là pour éteindre le feu, et lui-même, il est brûlé. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un point de départ avec ça. Je le développe dans mon article. Mais voilà, vous pouvez vraiment voir sur les côtés, et ça, c'était très impressionnant, les portes de chambre forte désintégrées. Donc l'acharnement qu'il y a eu sur ces portes de chambre forte, qui parsèment vraiment tous les murs. Ça, c'est le Niroz. Et ça, c'est à Niroz. Ouais, c'est la réserve des objets de Niroz. Et donc voilà, ces conservatrices travaillent là-dessus depuis 2 ans.
Quoi vous dire d'autre? Je peux peut-être faire un parallèle avec autre chose. Peut-être de plus léger, on va voir. De plus léger, forcément. Ces conservatrices, elles étaient où avant? Elles occupaient quoi comme fonction? Elles sont conservatrices de la collection d'art des objets d'Israël à Yad Ben-Zvi, par exemple. Ok. Ouais. Je veux dire, elles ont été détachées. On a créé la fonction, en fait. Ouais, c'est une mission. C'est une mission. Ouais, en fait, c'est une mission qu'elles font jusqu'à ce que ça soit fait. Et sinon, c'est des conservatrices à la retraite, notamment du Muséum d'histoire naturelle, d'autres institutions, et elles sont à la retraite et elles sont très impressionnantes. Hein. Vraiment, c'est des dames, là, waouh. J'aimerais vous montrer cette toile, parce que du coup, là, on a parlé de sur place, comment ils présentent... Ouais, non, on va faire comme ça. Comment ils présentent ce qui s'est passé, le traumatisme. Et j'aimerais vous parler de ça, avant qu'on aille à nouveau dans les musées et dans les salles d'expo. Alors là, on voit de profil, il y a ces ailes qui sont sur une mamad, sur une chambre forte extérieure du kibbutz, si je ne me trompe pas, de Kfar Aza, qui ont été réalisées par une... J'ai mes notes à côté. Attendez, je ne veux pas faire d'erreur. Parce que c'est important. Donc, ces ailes s'appellent Wings of a Doll. Elles ont été réalisées au kibbutz de Kfar Aza en juillet 2023 sur les parois extérieures d'un mamad, près de la salle à manger, la Cheder HaOchel, comme on dit, par Livnat Kutz, qui était une femme d'une quarantaine d'années, qui avait 3 enfants, qui le 7 octobre était adolescent. Et c'était l'épouse d'un monsieur qui s'appelait Aviv Kutz. Et en fait, elle travaillait beaucoup avec les enfants. Et ce qu'elle a fait, je vous l'ai montré sur la photo, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rassemblé un bac de jouets, plein de jouets d'enfants de plein de couleurs différentes, classés par couleur. Et elle a dessiné sur les... Ça, c'était en juillet 2023. Donc Juste avant le 7 octobre, dans son kibbutz. Elle a dessiné des ailes et elle a demandé aux enfants d'aller coller, elle avait mis un pistolet à colle, les enfants du kibbutz d'aller coller par couleur des jouets. Plein de jouets. Donc là, je vous parlais d'objets, on est sur une autre façon de voir les objets. Et donc les enfants, l'idée c'était de leur rapporter de la gaieté et de la joie, sachant que ça faisait boum boum à 5 mètres de l'autre côté du grillage. C'était une façon de les réparer, de les aider à vivre à côté des alertes permanentes à ce moment-là. Et donc elle a fabriqué avec eux ces très belles ailes. Et en fait, le 7 octobre, Livnat et son mari Aviv et leurs 3 enfants, ils étaient dans leur maison de Kfar Aza et ils ont été tués tous les 5. Leur maison a été brûlée, ils sont morts tous ensemble. Et juste pour l'anecdote que je trouve magnifique, Aviv, c'était le fondateur du festival annuel de cerfs-volants à la frontière de Gaza. Et l'édition qui devait avoir lieu le 7 octobre. Et donc le 6 octobre, il avait terminé de préparer tous ses cerfs-volants et il allait le lendemain matin, en principe, avec ses confrères, les lancer à la frontière de Gaza pour montrer qu'ils envoient des bombes et nous, on leur envoie des cerfs-volants. Et en fait, ils se sont fait tuer dans leur maison à ce moment-là. Et les ailes sont restées. C'est très beau. Et la sœur de Livnat, qui s'appelle Adi Levi Slama, elle est extraordinaire. C'est une jeune femme d'une 30aine d'années et elle a décidé de... C'est dommage ça. Elle a décidé de porter le message de sa sœur de réparation des enfants partout dans le monde. Et donc elle a permis à plein de gens de faire des ailes partout, dans des maisons pour enfants, dans d'autres kibbutz, dans des hôtels, dans plein d'endroits différents. Et elle dit, je la cite, « Ces ailes sont comme un symbole que tout est possible, que chacun peut voler de ses propres ailes et aller très haut. » Et elle le dit avec une telle joliesse, délicatesse que voilà, c'est une façon de créer malgré tout. Et elle a perdu les parents aussi ont été tués, les parents de Livnat. Donc
les parents de sa sœur Adi aussi. Il y a toute une partie de la famille qui a disparu à ce moment-là. Mais voilà, je trouvais cette œuvre importante et je vous ai parlé de l'Institut Benzvi. Et ils ont fait, alors c'est un documentaire en off qu'ils m'ont envoyé, je peux pas vous le partager, mais j'ai fait quand même un screenshot du documentaire. Ils ont demandé, l'Institut Benzvi, à faire aussi des ailes dans leur institut à Jérusalem, mais ils n'ont pas utilisé des jouets, ils ont utilisé des morceaux d'Israël, donc des morceaux de céramique antique qui avaient été déclassés, dépatrimonialisés, des morceaux de verre antique, pareil, et ils ont fait des magnifiques ailes, de la céramique arabe, plein de choses qui rappellent Israël, et ils ont fait ces très belles ailes à leur tour, et c'est donc Adi qui a organisé ça, avec plein de gens qui sont venus, qui ont collé chacun un petit bout, et voilà, c'est un des exemples, et c'est très beau, symboliquement, et ils ont fait ça il y a quelques mois, au printemps je crois. Retournons à Tel Aviv. On est loin des bijoux là. Hein. On est loin des bijoux. Ah, si vous voulez, je vous fais un truc sur les bijoux du 7 octobre. Mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire aussi. J'ai observé un petit peu ce qui se passait quand les otages revenaient. Et c'est une parenthèse. Et en fait, souvent, ce qui se passait, c'est qu'on leur donnait un bijou. Souvent, on leur mettait une khamsa autour du cou. Et puis, ils commençaient à s'orner, comme on l'a fait, ou pas, de plaques qu'ils n'avaient jamais mis, parce que ils y étaient, de bracelets jaunes, de rubans. Donc l'ornement, la décoration a un rôle... À quel moment ils mettaient la main? Peut-être on fera quelque chose avec. J'y réfléchis, j'ai eu des screenshots, des trucs que j'ai observés. La petite plaque, c'est du 7 non, là. Alors cette plaque... c'est pas celle des otages exactement, c'est une plaque du Festival Nova. Il y a marqué We Will Dance Again. C'est pour le Festival Nova et je l'ai acheté en août parce que j'ai participé au Festival Nova numéro 2. C'était extraordinaire. Ils ont fait au parc Ayarkon, c'est le grand parc au nord de Tel Aviv, un deuxième Festival Nova avec tous les DJ qui avaient été là, beaucoup de gens qui avaient été présents. Et ça s'appelait le Healing Festival, donc c'était le festival de réparation. Et voilà, ils vendaient ces plaques là-bas. Et c'était extraordinaire. L'énergie et la joie et la quantité de monde qu'il y avait, c'était très très beau. Notamment, je vous encourage à regarder un petit peu ce qu'il fait. Un DJ qui s'appelle Darwish. Si je me rappelle bien, il a perdu son fils qui était au festival. Et il était au festival lui-même, DJ. C'est un DJ très très célèbre en Israël. J'ai été voir une conférence de lui, mais sans comprendre tout. C'était en hébreu, mais j'avais envie d'être là. Qui travaille beaucoup sur la résilience, qui travaille beaucoup sur sauver les gens par la musique et par la danse. Et voilà, il y a plein de démarches qui soignent les gens à travers la danse depuis. We Will Dance Again. Et Darwish, il est beaucoup dans cette énergie comme d'autres DJ. C'est très intéressant. Cette toile que je ne vous ai pas expliquée, donc, est au musée Hanou. Le musée Hanou, c'est le musée du peuple juif, Beit Hatfutsot, qui est sur le campus de l'université de Tel Aviv, à Ramat Aviv, au nord de Tel Aviv. Et en fait, cette toile, je vous ai mis un zoom, mais c'est une toile horizontale qui représente un paysage tout rouge. Et elle est présentée dans une exposition qui est actuellement visible, qui le restera, hein, je pense. Elle est visible depuis... Depuis... Attendez, est-ce que je vais trouver les expos? Je veux pas me tromper. Elle est présentée depuis... je sais pas, je l'ai écrit quelque part, je trouve pas. C'est pas très important. La tâche, enfin le truc gris là, oui. Mon micro-cravate. De la toile. Ah, au milieu de la toile? Ouais. Mais justement, je vais te dire. Ah, ok. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'était une toile, un paysage rouge qui a été fait dans un kibbutz par un artiste dont je me rappelle plus le nom. Cette toile était entreposée dans un atelier d'artistes dans ce kibbutz. Et quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, les murs de l'atelier ont été transpercés, la toile aussi. Et dans ce musée, ils ont fait une exposition sur le 7 octobre. Et donc, c'est l'impact de balles à travers cette toile qu'on voit. Et c'est très, très fort. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en voyant cette œuvre centrée dans la muséographie, au milieu de cette expo avec d'autres œuvres, elle est centrée, elle est rouge, ça représente un kibbutz.
et il y a l'impact de balles, je me suis dit tout de suite, c'est une création contemporaine qui date pas d'avant. Et ça m'a rappelé le sang, ça m'a fait beaucoup d'associations liées à ça. Et en fait, non, elle est devenue traumatique, elle est devenue mémorielle à partir du moment où elle a été trouée. Mais avant, l'artiste avait envie de faire une toile rouge, certainement dans une idée positive. Pas de sang, pas de deuil. Mais aujourd'hui, et définitivement pour toujours, elle aura cette signification pour les gens qui la voient. Donc c'est très intéressant. Donc ça, c'est à nous. Je retrouverai la référence. Je ne l'ai pas écrit. Mais vous pouvez retrouver, si vous cherchez ANU, A-N-U, ce musée de la diaspora juive à Tel Aviv. Vous avez cette expo sur le 7 octobre. Et il y a une vidéo qui montre justement cette expo. Et vous verrez que la toile, elle est en face. Elle est à côté d'autres toiles rouges avec des fleurs dessus. Et c'est cet artiste dont je ne me rappelle plus le nom. Je vous ai montré les... C'est Ziba Jeline. Ziba ? Ziba Ouais, Jeline. ouais, c'est très possible. Panorama Sidewalk and Mud. C'est très possible. C'est long comme ça. Ouais, bravo, c'est ça, exactement. Merci. Ouais. Donc c'est de la boue. Il y a de la boue dedans. Oui. Ah ouais. Mais voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va faire plein d'associations que l'artiste faisait pas avant. Ça a un autre sens après. Pour terminer sur cette thématique, j'aimerais terminer avec le travail d'une artiste qui est une amie proche, qui s'appelle Deborah Scarlett Fisher. Si vous êtes intéressé par son travail, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Et en fait, elle a créé une œuvre qui moi, m'émeut énormément, qui est présentée depuis 2-3 jours à Dreux. C'est à 1h11 en train de Montparnasse, donc c'est pas compliqué. Si vous voulez aller prendre la forêt un petit peu prendre l'air, allez là-bas. C'est un très beau bâtiment. Et elle a été exposée dans une exposition collective de 14 artistes qui s'appelle Coexistence. Co, entre parenthèses, existence. Et c'est très intéressant parce que c'est une commissaire d'exposition qui n'est pas juive et qui n'est pas spécialement sensibilisée aux questions du 7 octobre. Déborah est la seule artiste juive à exposer dans cette série. Et elle a pu présenter une œuvre explicitement liée au 7 octobre. Donc vraiment, c'est bien de le mentionner et c'est bien de s'en réjouir. C'est une œuvre très forte qui en fait a été réalisée en octobre 2024 pour l'année hommage du 7 octobre par Déborah quand elle était en résidence en Inde. Tu la connais ? Je connais. Ah, génial. Taglit avec elle, on était sur le site de Nova justement, dans le Mamat, parce qu'ils nous ont lancé un petit missile. Atroce. Ouais. Ils ont eu un... Ouais, elle m'a raconté. Ouais, voilà. Ouais. C'était 1 an avant que je prenne les photos là. C'était avant la photo, ouais, avant. Ouais. On n'a pas parlé de son œuvre artistique sur le judaïsme. C'était après. Ouais. Et donc Déborah a fait en septembre 24, quelques mois après, cette résidence en Inde. Et donc, elle savait que le 7 octobre, elle travaillait avec des artisans potiers musulmans en Inde qui faisaient des poteries. Et en fait, elle voulait faire une œuvre de réparation pour elle et pour les autres. Elle a prélevé des morceaux de poterie cassés, des déchets du four de ces potiers qui étaient sans valeur et qui étaient destinés à être jetés, complètement déformés par le four, complètement abîmés. Elle les a collectés et elle les a dorés à la feuille d'or. Et c'est très très joli, je trouve, comme image. Elle a sublimé des destructions. C'est quoi, tu dis parce que On voit pas bien. Alors là, c'est une série de petites poteries qui ont été dorées à la feuille d'or. ça représente quelque chose en particulier? C'est juste ce que c'est. Parce que moi, j'imagine une kippa de loin. Ben voilà. Moi, chacun doit pouvoir écrire. Chacun y voit ce qui... C'est à quelle taille c'est ça à peu près? C'est des petites céramiques ou des petits pots, mais qui ont été un peu explosés par le four, détruits, cassés, brisés au sol. Elle a récupéré des fragments et elle les a dorés. Et elle les a mis sur des poteaux assez hauts. Et ils sont à des hauteurs différentes. Donc première partie de son œuvre. Et deuxième partie, elle a écrit un texte magnifique qui dure 10 minutes et qui est projeté, on l'entend par des haut-parleurs sur le 7 octobre. Et c'est super qu'elle puisse avoir ce texte qui tourne dans l'exposition et qui est audible quand on va voir les autres œuvres. Et c'est très fort ce qu'elle a fait comme texte. Elle l'a écrit récemment pour l'exposition. Et en fait, elle raconte comment elle a créé cette œuvre. Et il y a cette rengaine qui revient, 7
10, 7, 10. Elle dit pas 7 octobre, elle dit 7, 10. Et elle parle des dates, des rituels. Et voilà, c'est un très beau texte. Déborah, comment ? Fischer, S-C-H-E-R. Et en fait, pour vous préciser quelque chose, elle a créé cette œuvre parce que le 7 octobre, à peu près, elle a perdu à la fois son grand-père, qu'elle adorait, et il s'est passé le 7 octobre. Donc, elle a l'habitude de travailler dans son œuvre d'artiste sur le deuil, et le textile notamment, et les rituels liés à la mort. Et là, elle affrontait le deuil personnel et le deuil collectif en même temps, et elle a essayé de transcrire ça dans ses œuvres. Et également dans une série de 2 toiles, que je vous encourage aussi à voir sur son site web. On les voit pas bien là, mais c'est super fort. Qu'elle a fait à la même période. Alors vous voyez un petit peu là, c'est en arrière-fond. Elle les expose à Dreux aussi. Ça s'appelle les non-dits. Et c'est des sacs de jute qu'elle a cousus sur une toile, sur une toile de tableau, qui est recouvert de noir. Et ce noir, c'est de l'ardoise de tableau, vous savez, pour écrire. Et dans les non-dits, on ne dit pas. Et là, elle a ce sac de choses pas dites, d'héritage, de passé qu'on se traîne avec nous, qui est complètement cousu comme un corps boursouflé, comme un corps malmené, comme un sac qu'on a envie de garder fermé à tout prix. Et voilà, elle a 2 toiles qui se regardent comme ça et qui s'appellent les non-dits. C'est un travail très fort. Et je trouve que tout fonctionne parfaitement avec son texte. Et c'est voilà, l'une des interprétations contemporaines en France du 7 octobre, par un artiste. Entre résilience, sublimation, délicatesse. Je tenais à parler de son travail. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport au 7 octobre. On peut ouvrir un autre chapitre. Alors peut-être on en choisit qu'un, je sais pas. Une question. Oui, bien sûr. En fait, par rapport à tout ce patrimoine artistique qui a été créé du coup, par les différents artistes, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que ce sont les artistes qui ont créé et ensuite, grosso modo, ça a été publié? Ou est-ce qu'il y a eu des appels, entre guillemets, à candidature qui étaient plus formalisés À mon avis, on n'y est pas aux appels à candidature. On est dans le temps, là ça fait que 2 ans, je pense qu'on est dans la réaction spontanée et émotive des gens qui ont besoin de créer et qui vont pas répondre à une commande d'État sur faites-nous un mémorial. Je crois pas. C'est-à-dire que l'État n'est pas du tout derrière tout ça, à part les quelques conservatrices qui... Voilà. Ça c'est une mission et il fallait de l'argent pour le faire. Elles passent leur temps dessus. Donc je pense que c'est pour ça. Et il y avait beaucoup des artistes qui ont complètement arrêté. C'est ça ce que je veux dire. Il y a des artistes depuis le 7 octobre, ils n'arrivent plus à créer quoi que ce soit. Et Cassie, avec qui on travaille sur un projet artistique, est proche de tout ce milieu, donc tu connais bien, peut-être tu peux nous en parler. Oui, par exemple, Dorgres, qui est un artiste juif palestinien qui habite à Jaffa et il a une expo dans la galerie Dvir ici à Paris. Il s'agit aussi de la mémoire, donc ça fait des photographes. Ouais. Oui, il a raconté aussi qu'il a complètement arrêté, il ne pouvait pas créer, c'était juste dans les derniers temps, les derniers mois. Il est revenu à la création après un temps d'arrêt. Ouais. Et je vais parler d'ailleurs de Dor, il s'appelle Dorguez, je vais en parler à la fin. Ah oui, mais oui, mais c'est... On est des humains, et au-delà de... Je crois que la toile là, où on voit cette femme avec tous les enfants, il me semble qu'elle a peint le lendemain, dès le lendemain, elle a commencé à peindre, elle. Ouais. Et en fait, voir donc certains artistes, dès le lendemain, ils ont eu ce besoin de créer, et d'autres, en fait, qui n'arrivent toujours pas à s'y remettre. Ouais. Et là, on parle des artistes, mais je pense aussi aux écrivains. Et je pense notamment à ce livre. Alors, tout le monde voudra pas ou pourra pas le lire. Moi-même, j'ai du mal pour l'instant, mais je suis tellement reconnaissante qu'elle l'ait écrit. Il y a une femme qui s'appelle Maya Brahmi, qui est française, mariée avec un Israélien, qui habite à Paris. Et je l'ai connue quand je travaillais au MAGE. Et là, cette semaine, elle a sorti ce livre, que je vous encourage vraiment à juste regarder un petit peu de quoi ça parle, sur les violences sexuelles faites aux femmes pendant le 7 octobre. Les 320 femmes qui ont été torturées et assassinées, et dont elle dresse la liste à la fin. Donc on parle d'artistes, mais il y a aussi les écrivains. Elle raconte. Elle a fait une enquête extrêmement précise en regardant les interviews des terroristes par la police, des témoignages. C'est le premier témoignage sur les violences sexuelles. C'est pas le premier, mais en France, oui.
Mais il y avait eu un documentaire qui est paru il y a quelques mois, déjà sur le sujet, je pense, israélien. Et elle est très courageuse d'avoir fait ça. Et elle a expliqué qu'elle l'a fait vraiment dans les mois qui ont suivi. Elle avait besoin de le faire et elle l'a fait très rapidement. Je crois entre janvier et juin, janvier et le printemps 2024. Donc vraiment juste après. Et voilà, chacun son rythme, chacun sa façon d'assimiler ça en fonction de son passé, en fonction de ce qu'il sait et ce qu'il veut faire. C'est tellement... Et pour les Israéliens, c'est... Voilà, moi je ne l'ai pas précisé, je ne suis pas israélienne, peut-être pas encore, mais voilà, j'ai mon passé de qui je suis et comment j'appréhende ça. Et j'ai été beaucoup là-bas cette année, donc j'ai pu m'y frotter de très près jusqu'à la frontière de Gaza et ça a été... pas facile jusque dans ces maisons, mais voilà, je suis évidemment pas israélienne et chacun a son... As-tu croisé des chercheurs non juifs justement sur le sujet, par exemple? Quelque chose que j'ai pas encore entendu, mais peut-être un jour... Des chercheurs non juifs? Oui, parce que c'est quand même un événement de taille... Bah ouais, bah je crois. Souvent, on peut prendre la Shoah du niveau sous l'angle de l'accumulation, et surtout en art. Est-ce que tu veux juste, comme je viens de remettre juste avant de... Où j'en étais. Juste par rapport à cet artiste, juste le début. D'accord. Cette œuvre, donc, c'est une œuvre de Menachem Kadishman qui est installée au musée... Pardon? Il y a flashé, mais un truc qui ressemble, mais c'est pas ça. Non, je vais vous montrer. C'est une autre qui ressemble, mais en effet, c'est pas ça. Menachem Kadishman, donc, c'est un artiste israélien qui est mort en 2015 et qui a fait cette installation qui est toujours visible là-bas en 1997. Entre 1997 et 2001, et elle fait vraiment état de la Shoah, sous son point de vue. Donc ça s'appelle Les Feuilles Mortes, les feuilles d'automne. Et c'est 10 000 petits visages en fer et en métal qui rouillent avec le temps et qui couvrent le sol d'un étroit corridor très très haut, comme un éclair en fait. Le bâtiment dans lequel c'est accueilli s'appelle le Blitz, ça veut dire l'éclair, et c'est Lee Bunskin, qui est un très grand architecte berlinois, qui a réalisé ce bâtiment mémoriel qui est très intéressant dans son architecture et très symbolique. Et il y a donc ce vide de la mémoire qu'il a créé, où est installée cette œuvre tout en bas. Et en fait, j'y ai été il y a 15 ans, dans ce musée, et on suit un parcours des œuvres, de l'histoire de la Shoah. Et à un moment, pour continuer le parcours, il faut passer par là. Et en fait, la question et tout l'intérêt de cette œuvre, c'est est-ce qu'on marche ou pas sur ces visages? Et beaucoup de gens marchent dessus. Là, vous avez une photo, parce qu'ils pensent qu'il y a une salle au fond et qu'il faut aller voir la suite de l'expo. Moi, j'ai pas pu. Et en fait, il n'y a rien au bout. Il n'y a pas de salle. Et c'est intéressant. C'est vraiment... c'est une idée... C'est où? C'est à Berlin. À Berlin. C'est très fort. Et donc, voilà, de près, vous avez les petits visages grimaçants, hurlants, qui changent de couleur avec le temps et l'oxydation. Et l'idée, c'est est-ce qu'on marche dessus ou pas? Est-ce qu'on se dit non, c'est pas des visages et on y va quand même? Et cette accumulation rappelle tellement d'images, de chaussures, de... Maya parle des... Je n'ai jamais réfléchi à ça dans son livre, de la quantité de landaux et de poussettes à l'entrée des chambres à gaz. L'aspect sonore et aussi l'aspect sonore de cette œuvre? Ah, je m'en rappelle pas. Ah oui, c'est ça que... C'est comme des bruits de porte? Qu'est-ce que c'est, des grincements? Je me rappelle plus. Oui, non, ça doit... c'est une mémoire des camps. Ouais. De travail forcé, comment on dit forcé? Ouais. Forcé. Donc tu as des bruits un peu industriels? Quand De machines? Non, mais... Ah, quand tu marches dessus, évidemment, oui, le métal qui crisse, comme des cris. Bah oui. Ah, c'est une œuvre. Œuvre mémorielle très importante et très forte. Donc ça, c'est Menachem Kadishman, qui est très connu en Israël pour ses moutons. Il a fait beaucoup de moutons, avec cette petite tête, avec des longues oreilles, une tête un peu triste à la Chagall, et on retrouve ces moutons partout, y compris devant le... Une bonne remarque, rien que son nom Kadishman, c'est... Ouais, mais j'ai jamais pensé, mais t'as bien raison. C'est son vrai nom ou alors c'est... Je sais pas. C'est suite à cette œuvre. Et je pense qu'il en a fait d'autres mémoriels aussi.
Mais très bonne question. Et on n'a pas évoqué les termes hébraïques, en fait, dès le départ, quand on a parlé de mémoire, mémoriel. On peut parler de Kaddish, la prière des morts, qui est en araméen. Et on peut parler de Yartzeit, pour la... Je sais jamais le prononcer. Yartzeit. C'est la... C'est ça, c'est l'hommage un an après. Et Shiva, c'est 7. Et Shiva, je ne sais pas si vous avez eu cette même réflexion que moi, mais on parle tout le temps de Shiva of October. Et Shiva, c'est la semaine de fin de deuil et on entend tout le temps Shiva, Shiva, Shiva. Voilà. On parle d'œuvres liées à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. J'aimerais que vous ayez juste en tête cette œuvre aussi, que vous avez peut-être déjà croisée un peu partout en Europe. Il y en a très peu en France, et il n'y en a pas à Paris. Voilà. C'est littéralement les pierres sur lesquelles on trébuche, qui attestent de la présence, par les archives, ou les témoignages de juifs à une adresse. Et c'est les pierres sur lesquelles on trébuche, c'est-à-dire qu'elles sortent un petit peu comme des pavés en laiton doré du sol. Et c'est comme Ménaché Kadishman, dans notre quotidien, ça crée une rupture. On se rappelle subitement d'eux, on se rappelle subitement du passé. Et ce monsieur, dont j'ai le nom un petit peu plus loin, pardon, s'appelle Gunther Demning. Donc voilà, il a créé ça, il en met partout en Europe et les villes demandent à avoir leur Stolpersteiner. Est-ce que c'est pour une idée mémorielle ou une idée touristique? On peut se poser la question aussi. C'est symptomatique qu'il n'y en ait pas à Paris, en France. Ouais. On a toujours un problème avec... Ah bon? En France, il y en a. Mais en Alsace? Ouais, en Alsace. Mais qu'il n'y en ait pas à Paris, qui est quand même... D'accord. Non. À Paris, il y en a. Il n'y a pas ça à Paris. Non, ils disent pas. Il n'y a pas de rue. Ah si. À Paris, il n'y a que ça. Ouais. Bien sûr. C'est d'autant plus facile. Non, mais ce fut, c'était une rue pavée. En Alsace, il y en a. Bah là, c'est à Saverne. Il est en train d'en mettre à Saverne. Le maire a demandé expressément à ce qu'il y en ait. Mais à Paris, il n'y en a pas. Mais il y en a dans d'autres villes, hein, dans la banlieue de Rouen. Et en Suisse aussi. C'est du laiton ou du bronze. Ouais. Donc voilà, là c'est une autre œuvre mémorielle. Je citerai aussi Christian Boltanski, qui est vachement important pour ces questions. Et vous avez compris que j'aime bien le mage. Je vais vous montrer cette œuvre en basse définition, malheureusement. Le mage est abrité dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, ou XVIIe, qui s'appelle l'hôtel de Saint-Aignan. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de juifs qui habitaient dans cet hôtel. Et Boltanski, pour l'ouverture du musée en 97, a créé cette œuvre en mettant des affiches, vraiment en papier, comme les affiches qu'on retrouve dans la rue, avec les noms, l'âge et la profession des habitants juifs de l'immeuble lorsqu'ils ont été déportés. Et c'est des papiers qui se télescopent par étage. Voilà, et les papiers disparaissent avec le temps. C'est le principe. Non, j'ai jamais vu ça. Ouais. Quand tu vas dans l'exposition temporaire, tu descends les escaliers et il y a des vitres le long de l'escalier. C'est là que tu les vois. Et l'année dernière, ils ont restauré cette installation. Je crois que j'y suis allée toujours il y a 2 mois, je crois, et c'était en restauration. C'est possible. Oui, ils sont en train de la refaire parce que c'était complètement abîmé. Et Boltanski est mort il n'y a pas longtemps. Donc c'est une façon de préserver son œuvre. Là, on a accès là où on voit la personne? Non, t'as pas accès. Tu vois par l'escalier. Donc ça, c'est une œuvre très intéressante. Boltanski en a fait plein sur les enfants, sur les déportés, pas que sur les juifs. C'est une réflexion très intéressante. Et il y avait eu une rétrospective il y a une dizaine d'années à Pompidou de son œuvre qui était vraiment bien. Autre œuvre mémorielle liée à la Deuxième Guerre que je pense, c'est important qu'on la voie. Pour finir sur quelque chose de poétique aussi. À Yad Vashem, à Jérusalem, vous connaissez certainement le mémorial des enfants. C'est une grotte dans laquelle on rentre et où sont énumérés les noms de tous les enfants morts pendant la Shoah. C'est une pièce c'est une expérience, c'est magnifique. C'est des miroirs partout, au sol, au plafond, sur les murs, et des petites loupiottes, des petites lumières partout. Et dans le silence absolu, on entend le nom énuméré de tous ces enfants. Je ne sais pas s'ils disent aussi leur âge, mais c'est une très très belle installation qui est là depuis des années. Et voilà, c'est un hommage pour les enfants disparus dans la Shoah.
vais vous dire qui est l'artiste qui a fait ça. C'est un architecte qui s'appelle Moshe Safdie, qui est toujours vivant, qui est né en 1938. La grotte de lumière. J'aimerais vous lire une phrase de Menaché Kadishman, celui qui a fait les feuilles mortes, qu'il a prononcée en 1997. Et je l'ai reproduit dans le PDF que vous aurez. Quand nous étions jeunes, nous voulions que notre art change le monde. Mais quand Hitler a bombardé Guernica, la peinture de Picasso a-t-elle eu un quelconque effet ? Je me suis dit que certaines de mes créations pouvaient peut-être faire le bien. Mes sculptures n'ont rien changé à la guerre au Liban. Peut-être que l'art ne vise pas à changer quoi que ce soit. Il s'agit de raconter la réalité. Donc c'est ça aussi l'art. On peut essayer de réparer, on peut essayer de sublimer, mais voilà, le réel est dur et l'art permet de témoigner de ça. Dans mon introduction, je vous avais parlé aussi de l'exil. Alors rapidement, on peut peut-être évoquer ça. L'exil, qui n'est évidemment pas à mettre sur le même plan que la Shoah ou le 7 octobre, mais c'est aussi une forme de traumatisme qui a affecté les séfarades, les Mizrahim et leurs familles et leurs descendants. Et il y a des œuvres mémorielles, peu à peu, qui se créent autour de ça. Alors tu parlais d'Orguez, je vais le mentionner dans un instant, mais j'aimerais d'abord vous montrer une sculpture qui paye pas de mine, je trouve, qui est à Ashdod, donc dans la ville où se trouve mon grand-père, en Israël. C'est la ville qui a accueilli le plus de Marocains, avec Ashkelon, qui est vers Gaza. Quand on va vers Gaza dans le sud, en dessous de Tel Aviv, et ils ont créé cette œuvre il y a plusieurs années, plus précisément en 2016, donc c'est assez récent, et ça s'appelle « Ombre et lumière ». La phrase qui accompagne cette œuvre est « À l'ombre nous avons agi, à la lumière nous sommes apparus ». C'est un mémorial qui est consacré à l'Alia des Juifs d'Afrique du Nord, à l'organisation des combattants clandestins et du Mossad au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Et elle a été réalisée par l'architecte Harry Maurice Ayoun. C'est une sculpture qui est face au port et à la mer de Ashdod. Et qui montre vraiment cette idée d'Alia. L'Alia, c'est la montée de toutes ces familles qui, dans une sorte de tour de Babel métallique, et c'est intéressant de voir que c'est souvent des architectes qui font les mémoriaux, c'est pas forcément des artistes, ils montent et c'est une mère qui tient ses enfants et qui les élève vers le futur. C'est la mère séfarade, quoi. Oui, c'est la mère séfarade, exactement, face à la mer et tous ces gens qui, comme une tour de Babel, grimpent. Ça dépend où. Elle tire vers le bas. On sent des traumatismes aussi là. Mais elle a bien fait peut-être. En tout cas, vous avez cette œuvre. Il n'y en a pas beaucoup encore. Il y a de plus en plus de travaux, notamment l'Institut Ben-Zvi, notamment, je vous ai dit dans les premiers cours que je collaborais en tant que chercheur indépendant avec l'Université Ben Gurion du Negev. Il y a un centre qui s'appelle le Azrieli Center pour l'étude des diasporas séfarades qui initie, sur proposition du gouvernement, là c'est ça qui est intéressant, c'est en train de devenir politique, l'étude de l'histoire des séfarades, parce que aussi numériquement ils sont très nombreux en Israël et aussi ils votent, on fait pas de grande généralité, mais il y a beaucoup de séfarades qui votent très à droite et donc je pense que c'est aussi pour ça, c'est très politique, qu'il y a plein d'études sur les séfarades de plus en plus universitaires et aussi l'histoire des Black Panthers, les contestations populaires dans les années 70. On fera un prochain cours là-dessus si vous voulez. Ils sont plutôt conservateurs, les Sfarades en Israël ça dépend vraiment des villes, mais je crois. On ne peut pas faire de grandes généralités, mais certaines villes comme Ashdod, Ashkelon sont clairement du côté de Netanyahou. Et les villes du nord de Tel Aviv ou Tel Aviv vont être plutôt à gauche. Ça dépend vraiment. Et indépendamment de leurs origines, quoi. Ça serait intéressant d'analyser pourquoi, puisqu'ils ont été mis de côté pendant des décennies, très malmenés et dénigrés. Et je crois que politiquement, il y a eu un renversement ces dernières décennies par visée électorale. Oui. Il y a un documentaire très intéressant de Michal Bogalim, Mizrahim. Vraiment, regardez-le si vous pouvez. Elle s'appelle Michal Bogalim, elle habite ici, elle est franco-israélienne. Michal Bogalim. Et le film s'appelle Mizrahim. Oui. Ça a été projeté hommage il y a 2-3 ans pour la sortie de ce documentaire. Et
je sais plus son prénom, Monsieur Blumenfeld a fait une interview pour Academ de cette femme qui présente le documentaire, donc vous pouvez la voir. Et le film, je pense qu'on peut le louer. Et ça parle justement des Black Panthers, de l'arrivée des Mizrahim. Et c'est très bien fait, c'est très intéressant. Donc voilà. Question, ils vont élever l'artisanat nord-africain au statut d'art ou pas? On est en train de le faire. On est en train de le faire et je compte faire un post-doc sur le sujet. J'espère que ça sera une petite pierre à l'édifice de la reconsidération et valorisation de l'artisanat nord-africain, qui est vraiment considéré, on en avait parlé dans le cours sur les judaïkas, comme ethnographique et pas beaux-arts. Ça sera jamais beaux-arts parce que c'est utilisé, c'est usuel. C'est pas les mêmes critères, mais il mérite vraiment d'être valorisé, cet artisanat qui disparaît, qui est en perdition. On termine notre propos sur cette belle œuvre qui, pour moi, incarne vraiment la résilience et l'art juif, quelque part. Et j'aimerais clôturer cette série de 4 cours là-dessus. C'est une menorah que j'ai vue dans un kibboutz à la frontière de Gaza, qui a été réalisée à partir de déchets d'obus que se prend ce monsieur qui fait pousser des tomates cerises continuellement depuis des années. Et il y a un artiste qui est venu et qui a réalisé cette menorah magnifique. Et si vous vous rappelez, ceux qui ont suivi le deuxième cours sur les judaïkas, on a beaucoup parlé de la menorah du temple. Et on a lu ensemble que les godets qui abritaient l'huile étaient des boutons de fleurs d'amandier. Et là, c'est des fleurs. Et je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai vu des fleurs. C'est des roses qui grimpent autour de cette laideur, quelque part. Et il y a quelque chose de très d'espoir. Et comment faire du beau avec la guerre, il y a quelque chose de très triste. Et ce chandelier, il est collector, quoi. Il est magnifique. Il est là-bas. Rose sans épines. Bah, si, mais tant mieux. Et ils ont fait aussi, avec ces déchets, ils ont fait aussi des mezuzot. Et protéger sa maison avec un éclat d'obus et un parchemin dedans, c'est quand même fort. Ah oui. Donc voilà, je pense qu'on peut dire encore beaucoup. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir permis d'échanger avec vous sur ces sujets. J'en ai eu besoin et peut-être vous aussi, vous avez besoin de ça. Franchement, Merci beaucoup.